Bonjour à tous, bonjour Guy. Bonjour Patrick, coucou Michel qui est derrière la caméra, il en faut bien une. Eh ben voilà, alors bon ici, tu t'es fait ton petit paradis. Oui, bon, c'est rustique, c'est la brousse, la forêt, voilà, mais moi ça me va très bien, je suis un peu ermite. Voilà. Il y a encore un autre ermite, il s'appelle Bernard. Bernard, tout à fait, oui, qui a même beaucoup plus d'expérience que moi dans tous les domaines. Mais non, je suis très bien ici, vous avez remarqué, vous avez bien dormi, les petits oiseaux le matin, enfin bon, c'est un petit paradis quand même, je crois. On a de la chance de ne pas être les uns sur les autres. Puis voilà, puis on a le soleil avec nous. Que veut-on de plus ? Eh bien, l'école en veut le plus, puisque bon, on a pu assister ce matin au début de frais, là. Oui, c'est un peu dommage pour la vidéo, parce qu'il va y avoir un petit peu d'écume. Mais oui, c'est vrai que ça a été l'opportunité de voir en direct et en live une copulation. Enfin, un début de copulation, on va dire. Un début de copulation. Alors, bon, ici, bassin, tu as quel volume ici ? 32 mètres cubes. 31 800 litres plus la filtration, 32 mètres cubes.
C'est ça. Alors bon, on va dire presque en deux parties. Hein. Tu as fait deux zones en fait. Enfin oui, c'est relié, mais j'avais à la base, en 2009, j'avais fait la première partie, donc 16 mètres cubes. Et ensuite, grâce à Normandie Coy, on a doublé la surface avec le passage au milieu. Donc tout ça a été fait pour agrandir le volume. Et puis comme ça leur fait du parcours à faire, parce que quand elles s'y mettent, elles font même tous les bords, elles visitent régulièrement, pourtant elles connaissent le coin. Ouais, c'est ça. Alors, tu as combien de poissons là-dedans? 18. 18 koi, je trouve que c'est bien. Bon, j'ai une bonne filtration, mais je veux dire, je veux pas avoir plus de poissons que d'eau, quoi. Ah oui, ça, et puis Maurice, sans oublier quand même les sturgeons, qui fait quand même, là il en est à 1,61 m pour l'instant. Et puis non, c'est pas facile à s'arrêter un jour. J'avais demandé à Normandie Coy qu'ils fassent comme dans les casinos qui m'interdisent, mais bon, c'est pas possible. Mais bon, là, je coupe tout. Alors bon, Guy, je sais que tu es aussi un aquariophile. Ah oui, aquarium de discus. Enfin, je m'y suis remis il y a 2 ans, mais sinon j'ai plus de 40 ans derrière moi, quoi. Marin, poissons en tout genre, cyclidés africains, et puis maintenant à l'âge où je suis, j'ai fait des poissons calmes, plus que moi peut-être. Donc les discus qui sont quand même des poissons majestueux, tranquilles, et puis maintenant avec l'élevage, on fait des très belles choses. Hein. Tu connais Steinker, j'ai pas de perte, enfin ça. Et puis j'ai même là aussi de la reproduction, alors que les discus sont 2 ans à peu près, quoi. Et puis un petit bac de 120 litres où j'ai fait là récemment du barbu. Voilà, bon. Pour la route. Voilà, c'est parce que ça bouge, bon, c'est assez coloré aussi, et puis voilà, quoi. Alors, comment est-ce que tu es arrivé au koi, en fait? Les koi, j'ai commencé par... j'étais responsable d'animalerie. Donc j'avais ce qu'on appelle du strat-koi. Et puis bon, j'en avais mis quelques-unes quand j'ai arrêté toutes les tortues, enfin principalement les aquatiques et tout ça. Donc dans ce bassin que j'ai refait, j'ai commencé par des petites koi colorées, quoi. Et puis... après le virus m'a pris, et puis j'ai aussi fait la connaissance de Normandie Coy, parce qu'on est à 120 km, et là, tout est parti, quoi. Donc, quand le virus est là, il peut y avoir des piqûres, mais j'en ai pas encore trouvé qui étaient efficaces. Ah c'est ce qu'on appelle la coïolite aiguë. La coïolite aiguë, tout à fait, oui. Mais je regrette pas, hein, c'est prodigieux pour moi. Voilà, un bon moment de paisibilité au bord du bassin. Moi, je passe des heures, bon, je suis à la retraite maintenant, donc même si la télé est en panne, ça me dérange pas du tout. Absolument. Bon, après, tu as mis de l'éclairage dessus, donc tu peux la voir la nuit. Oui, la nuit, ça a aussi son petit cachet, ou l'hiver, quand il fait nuit à cette bonne heure, c'est vrai que c'est assez intéressant de les voir avec l'eau bien claire, de les voir évoluer avec un éclairage artificiel. Bon, c'est quand même du l'halogène, mais blanc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, donc ça fait une lumière sympa. Absolument. Alors après, bon, tu as connu des problèmes ici avec tes poissons? Écoute, je touche du bois. Une crise de Cossia, mais ça c'était au début et pas. Il y en avait que quelques-unes à l'époque. Mais grâce à Tony de Couleur de Niigata, on a pu, comment dirais-je, éradiquer le problème. Mais c'est quand même de la saloperie, quoi. Ah, c'est virulent. Et depuis, je retouche du bois. Sincèrement, non. Quand je fais des frottis, 1 ou 2 gyros par-ci par-là, mais sur 6 ou 7 frottis, 3 gyros, non, et pas sur les mêmes poissons par exemple, il n'y a pas du tout de quoi s'inquiéter, quoi. Et puis, comme tu peux le constater, à part que là, se frotte, mais pour des raisons plus érotico-pornographiques, on va dire. Sinon, non, tu vois, tout se passe bien. J'ai la chance, sûrement un peu. Et puis bon, j'ai quand même pas mal de changements d'eau. Moi, c'est en automatique tous les jours. Et c'est vrai que les consommations entre l'évaporation et le tambour, c'est assez phénoménal, hein, quand même. Tu fais quoi comme changement d'eau? C'est automatique. C'est-à-dire, tu vois, il y a le système qui, dès que le niveau baisse, ça remet de l'eau. Et l'évaporation est quand même importante. Absolument. Et donc ça, on s'en rend pas forcément compte, parce que moi, je note tout. Bon, j'en fais part à des collègues, et c'est vrai que comme tout le monde n'est pas comme moi, avoir un compteur, non pas pour la facture, mais pour voir justement ce que je consomme, ça paraît pas, mais c'est du costaud quand même. Hein. Là, en ce moment, je suis dans les 700 en moyenne, entre 5 et 700 litres en 24 heures, pas qu'en une journée, mais journée et nuit. C'est pour un 30 mètres cubes.
c'est pas mal. Bon, l'eau se réchauffe et tout ça, mais même l'hiver, j'ai toujours un peu d'évaporation. Alors, si tu devrais donner un conseil, je veux dire, par rapport à l'expérience, parce que ça fait combien de temps maintenant que tu as ces Les coils? coils, bah, je te dis 2009, et puis des coils 2011 avec Normandie Coil 2010, 2011, Tony, Normandie Coil. Après, je n'ai qu'un fournisseur. Bon, alors, si tu as un conseil à donner aux débutants, tu dirais quoi? Bah, c'est de se renseigner d'abord, d'essayer d'avoir justement des personnes qui ont de l'expérience, qui veulent bien aussi la faire partager, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis prendre bien évidemment l'avis des professionnels et puis bien réfléchir, parce que non seulement il y a le prix des coils, mais il y a surtout, je pense qu'il faut un minimum quand même d'installation pour pouvoir détenir ce genre de poisson. Et tu préconises quoi, toi? Ah, écoute, c'est vrai que depuis l'arrivée du tambour, c'est quand même... comme on dit, le panard, quoi. Bon, ça marche tout seul. Et puis les changements d'eau, ça c'est évident. La non-surpopulation, parce que c'est vrai qu'on peut avoir envie de toujours, on voit toujours chez un professionnel un koi qui nous botte. Mais il faut savoir s'arrêter. C'est pas forcément facile, mais bon, c'est tout, c'est la volonté. C'est ça. Tu es en gravitaire ici ou en pompée? Eh non, moi je suis, comme tu l'as remarqué, tout simplement en pompée, hein, parce que bon, j'avais commencé comme ça. Quand Normandie Coil, donc Benoît et son équipe sont venus, de toute façon, comme ils ont vu, ils connaissent, parce que Benoît vient de temps à autre, c'est vrai que, comme tu peux le constater toi-même, je crois que ça marche plutôt bien. Donc, c'est vrai que ça consomme plus, j'ai des pertes de charge, mais j'ai compensé les pertes de charge par des puissances de pompe. Donc, je bouffe peut-être un peu d'électricité, mais bon, c'est une passion. Ah oui, ça c'est clair. Bon, Je ne joue pas au casino, j'ai pas 3 maîtresses. J'en ai d'ailleurs même pas une en fait. Et puis, non, ça, moi ça me va quoi. Parce que bon, comme tu sais aussi, tu as vu, j'ai des perroquets, mais bon, il y a beaucoup moins besoin de changement d'eau pour les perroquets. absolument. Bon, après, bon, tu es un homme passionné, hein, je veux dire, tu as les perroquets, Oui. mais tu es aussi un grand spécialiste de la tortue. Enfin, oui, je fais partie de la commission départementale de la faune sauvage, mais les tortues, c'est pareil, j'ai ça depuis là. Enfin, j'en avais les premières depuis l'âge de 14 ans. Et puis, bah, là aussi, mais là, j'avais même dépassé un peu l'entendement, parce que, bon, tu as vu les terrains, j'ai de la place. Mais 42 parcs, 220 tortues, 42 espèces, ça fait du monde. Bah, ça fait beaucoup d'entretien. Ah oui, donc là, après, j'ai limité. Bon, j'ai réussi à placer des animaux parce que, bon, dans le milieu des tortues, on me connaît aussi un petit peu. Et donc, j'ai pu replacer des animaux parce que, ne serait-ce qu'en aquatique, il y avait, comme vous ferez le tour tout à l'heure, j'avais au total eu déjà 8 bassins, rien que pour les tortues aquatiques. Des bassins entre 2 mètres cubes, des bassins pour les bébés qui sont là derrière, un peu maintenant dans la brousse. Sans parler des terrestres, mais le plus important et dégradant, c'est les tortues aquatiques. Là, ça peut être filtré. Il faudrait au moins la filtration que j'ai là pour filtrer un bassin de 4 mètres cubes où j'avais des chélidrates, tortues, alligators, des choses comme ça. Ça mangeait des pigeons, des poulets, des choses comme ça. Donc, si tu veux, niveau popo, c'était du consistant. Bon, les coïts, c'est pas mal non plus. Hein. Ah ouais. Non, mais ça va, les coils. Mais bon, c'est vrai qu'elles mangent bien à la cantine aussi, hein. Bon, après, il faut avoir une filtration adaptée, bien entendu. Je pense que là-dessus, il n'y a pas photo. Pour avoir de l'eau claire, entre les UV, mais c'est vrai que j'étais en filtration, filtre à grille, ensuite la bio, mais c'est vrai que le tambour, c'est un plaisir, quoi. Il n'y a pas comme une mesure. Hein. Bon, ben, tu as quoi comme tambour? Porphyrdrome. Donc un modèle qui est fait, si tu veux, il n'est pas beaucoup plus grand que ce qu'il me faut pour mon bassin parce que à la base je l'avais mis les derniers temps où j'avais le 16 mètres cubes, j'avais pas encore pensé à faire l'agrandissement, donc j'ai pas racheté un tambour plus gros. Au cas où j'aurais changé, on aurait fait avec Normandie Coil, il m'aurait repris l'ancien, j'aurais pu en avoir un plus gros, mais pour l'instant ça marche depuis le nouveau tambour, il a 4 ans. Enfin, le tambour, ça marche super bien, comme tu peux le constater. En plus, comme ça, le tambour, il fait son boulot. Ah, ben voilà. Bon, la seule chose qu'il y a, ça, je vais quand même préciser, parce que ça pourrait faire peur à certaines personnes, les 700 litres journaliers de consommation. Ben, il faut savoir qu'évidemment, un tambour doit être adapté en fonction de ce qu'on veut filtrer. Oui. Donc forcément, comme tu as acheté un tambour pour tes 15 mètres cubes et que tu as doublé, le tambour, il est peut-être petit, ce qui ne va pas l'empêcher de fonctionner correctement, c'est pas le problème, mais qui va augmenter
Le nombre de cycles. C'est pas compliqué, comme tu sais que je note tout. Moi, je peux parler du mien, donc Profidrum. Il fait, en gros, il se déclenche toutes les 10-12 minutes, enfin en pleine saison de bouffe, hein. Mais même l'hiver, c'est par quart d'heure, parce que, bon, tant qu'elles peuvent, elles mangent aussi l'hiver, bien sûr, de la nourriture beaucoup plus légère pour elles. Mais consommation du tambour, à chaque rinçage, c'est 1,5 litre. Donc, sur les 24 heures, je fais en moyenne 220 litres quand même, rien pour le tambour, donc qui est un changement d'eau, parce que moi, l'eau du tambour, épuisée à ma sortie de... Je ne prends pas de l'eau de conduite, mais de l'eau de reprise du bassin en sortie de filtration. Mais rien que le bassin, on est à 220 en moyenne, 220 litres d'eau en 24 heures, jour et nuit, toujours relevé à la même heure, enfin tu sais, je suis un peu méticuleux là-dessus, pour justement déjà faire mon expérience et puis pouvoir connaître justement les fonctionnalités du bassin, quoi. C'est ça. Alors bon, moi je te propose, c'est qu'on ait jeté un petit coup d'œil sur la filtration. Écoute, tu vois, le bâtiment nous attend. On y va. Guy, aussi on est dans ton local. Première remarque, tu as complètement isolé ce local. Ah oui. Oui, laine de roche sur des clayettes dans le doublage du bois, et ensuite, comme tu peux le voir, de la laine alu. Et c'est vraiment très très bien, parce que l'hiver, ça garde quand même un petit peu. Ça ne gèle non seulement pas, mais je descends jamais en dessous de 5-6 degrés, comme cette année où il a fait on a eu du -9 pendant 3-4 jours. C'est vrai que c'est quand même bien utile, bien pratique. Premier étage, on a ici des multicyclones. Alors tout à fait, donc l'arrivée, les 2 premières lignes, parce que j'ai rajouté une 3e ligne il y a 2 ans. Donc sur les multicyclones, comme j'en avais que 2, les tuyaux arrivent par le sol, passent par les multicyclones, ensuite vont aller derrière. C'est un peu étroit, mais on peut y accéder. Et donc là, tu as donc la partie aération, c'est-à-dire une pompe pour les tapis japonais et une pompe dédiée uniquement à la filtration, à l'aération du bassin. Plus les UV, donc les 2 lignes à la base et la 3e que j'ai rajoutée, donc un UV par ligne de filtration.
Ensuite, nous repassons à la phase donc filtration mécanique principale qui est le tambour Profidrum. Donc toutes les lignes arrivent dedans avec donc le boîtier de commande. Et ensuite, nous avons la bio. Alors la bio, je vais me permettre de t'ouvrir un des bacs. On va mettre ça comme ça sera pas pire. Je sais pas si je peux peut-être te donner un peu de lumière. Parce que comme tu peux le constater, et tu me connais, je veux signaler quelque chose, c'est que mise en route donc de la partie complète au niveau de la biologie 2012. Je n'ai jamais démonté mes tapis pour les nettoyer. En principe, s'ils sont suffisamment adaptés, c'est pas nécessaire. Hein, tu remarques la couleur. Sincèrement, ça marche d'enfer. Bon, bonne oxygénation. J'ai même rajouté, tu vois, des céramiques pour aller dans le flot. Mais je peux te dire que ça tourne bien parce que les tapis fonctionnent. Les backwash, ben, j'en fais un et encore tous les 6 mois. Donc l'eau, elle sort 3-4 secondes, un peu marron et vraiment très léger. Mais non, manifestement, la chance a fait que j'ai réussi. Enfin, ça s'est fait que, si tu veux, au niveau de l'équilibre biologique vis-à-vis du volume de bassin, ben, ça fonctionne. S'il y avait, comment dirais-je, insuffisance, je vais pas t'apprendre que les tapis seraient encrassés, quoi. Après, on peut remarquer que tu as mis 2 lignes de filtration. Oui, enfin les 3, parce que là, sur le tambour, les 3 arrivent. Donc, après être passé par les UV, tout arrive par les 2 grosses vannes là, que tu vois en 110. J'ai partagé, au lieu d'avoir un grand filtre long de 2,50 m, au niveau de la place, parce que tout ça, bien sûr, ça prend quand même de la place, malgré que je pense que le local soit assez grand, mais les filtres, j'en ai mis 2 en fait en parallèle, quoi. Ce qui revient à la même chose. Pas tout à fait, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Donc ce sera beaucoup plus efficace avec 2 lignes de filtration bio que d'avec une seule. Donc... Et pourquoi est-ce que ce sera plus efficace? Alors là, ça, c'est la bonne question en définitive. Parce que oui. c'est facile de dire c'est plus efficace, mais il y a une raison tout à fait pratique à ça, c'est-à-dire que le chemin à parcourir dans le filtre est plus court, ce qui veut dire que le taux d'oxygène dissous dans l'eau, parce que est consommé par les bactéries dès l'entrée du filtre jusqu'à la sortie, mais comme c'est beaucoup plus court, il y a beaucoup plus d'oxygène à la fin. Oui. Donc si on a un très long filtre, forcément le taux d'oxygène dissous va diminuer tout au long du filtre, donc l'efficacité sera beaucoup moindre. Oui. Bon, on remarquera aussi que tu as quand même aéré, je veux dire... c'est copieux. Copieux, voilà, oui, exactement. Oui. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, ce qui fait que, 2 lignes de filtration comme ça marche beaucoup mieux qu'une seule, d'une part. Et puis, d'autre part, ça permet aussi de faire des backwash alternés. Donc, on fait aussi, le backwash. Voilà. Si je faisais régulièrement du backwash, c'est vrai que l'accès, il n'y a aucun souci. Mais encore une fois, c'est pas par économie d'eau. Mais quand je fais du backwash, comme j'ai encore, je sais pas comment elles tiennent les pauvres, mais quelques aisselles, je n'ai pas utilité de faire un backwash quand l'eau est propre, quoi. Je veux dire, au contraire, il faut peut-être même qu'il reste un petit peu de merdouille dans le fond des filtres, pourquoi pas. Mais sincèrement, j'ai vraiment rien du tout. Quand j'avais qu'une ligne avec mon 16 mètres cubes, j'avais plus de, comment dirais-je, de saleté entre guillemets dans ma cuve de récupération d'eau pour les backwash, que là, quand j'ai rajouté la deuxième bio, tu vois, le résultat est là, quoi. Absolument. Alors, en termes de pompage, tu as quoi comme pompe, là? Alors, en pompe, j'ai une vieille Serra 16000 qui consomme 165 watts, donc, mais c'est ce qui est vieux, marche très bien, jamais en panne. Alors ça bouffe, mais ça tourne aussi, hein. Donc 16 mètres cubes. Alors après, je vais faire le rapport net. La 16 mètres cubes positionnée dans le bassin, donc 1,50 m, passage en filtration, en sortie, parce que j'ai mesuré chaque pompe, chaque tuyau de sortie, je suis à 12 mètres cubes heure, rien que pour la 16 mètres cubes à la base, donc 4 mètres cubes de perte. J'ai une superfiche 12 000. Donc de 12 000, je suis à 9 000, qui est quand même pas mal. Alors je précise bien, calculer 10-20 secondes avec un pote ce qu'on remplit, donc c'est pas de l'approximatif, hein, c'est vraiment l'arrivée nette d'eau dans le bassin.
et j'ai une 9000 en 3e pompe, aussi Superfiche, et là sur 9000, je suis à 6000. Donc au total, tu vois, ça fait, j'ai pratiquement un volume par heure, quoi. Absolument, donc tu tournes pas mal, hein, donc un volume par heure, c'est très bien. Bah oui, moi j'arrête jamais les pompes, j'arrête pas l'hiver. Je peux baisser une pompe, ma fameuse Serra, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est asynchrone. Donc j'ai un variateur où je baisse pour l'hiver un peu le débit de la pompe pour éviter, le refroidissement. Bon, c'est minime. Et c'est toujours pas pour une question d'économie d'énergie, si, on pourrait être écolo, c'est pas le problème, mais je veux dire, consommation électrique, c'est parce que ça fait un petit peu moins quand même de remous, de brassage de l'eau pour l'hiver, si tu veux. Donc j'ai aussi cette possibilité-là. Alors après, tu as encore un écumeur fait maison. Oui. Alors comme je pense que les personnes qui m'ont regardé tes vidéos verront que donc chez Emmanuel hier on a vu la même chose. Et chez moi, on peut même le prendre, parce que là, on a de la chance qu'avec la Fray, on a vu le paquet d'écume ce matin, alors que moi, je l'ai branché la semaine dernière, et qu'avec le tambour, si j'avais pas cette Fray, j'aurais pratiquement pas d'écume. Or là, on a eu la surprise ce matin, et on va pouvoir peut-être la constater, on a un gros paquet de barbe à papa, hein. T'as remarqué toi-même? Ouais, on va aller voir ça. Voilà. Ah ben voilà Guy, on a fait un petit peu le tour de la question. Tout à fait. Je t'ai tout fait voir, tout montré. Voilà. Et puis, on pourrait quand même remarquer que tu as fait des choix de la qualité des poissons plutôt que de la quantité. Ça, je te remercie d'être précis. Bon, on est toujours très content de ces poissons. C'est vrai qu'au fil du temps, on apprend des choses, hein, et puis au contact de personnes, encore une fois, plus expérimentées que nous, on arrive à, bien sûr, sélectionner plus qualitativement. C'est vrai qu'aussi, qui va avec la qualité va aussi avec la dépense, hein. C'est sûr que c'est pas des coils qui sont à 300-400 euros. Mais bon, le grossissement est là aussi. Et puis voilà, puis des variétés, moi je suis assez sélectif, c'est-à-dire je n'ai pas, comme tu peux par exemple le constater, je n'ai pas de coup à coup. C'est un poisson qui ne m'intéresse pas du tout, ça ne me convient pas au niveau de la couleur, pourtant, hein, comme disent les Japonais, on commence par un coup à coup et en général on finit par un coup à coup lorsqu'on fait des achats. Chez moi, tu n'en verras pas. Ah ben c'est pas très grave. Je suis plutôt Showa, tu as remarqué que j'avais un Asagi qui se portait plutôt bien, mais voilà, bon, c'est ma petite tribu, mais j'en suis très content. Et puis encore une fois, je te dis, il faut savoir se limiter, parce que sinon, autant faire un bassin, je crois que je pourrais faire 5 ou 600 mètres cubes. Là, au niveau de la dépense, il faudrait que je demande des subventions. C'est malheureusement toujours pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, si tu veux, là, il faudrait quand même des moyens, parce que c'est vrai que ça coûte aussi des sous, mais toute passion coûte de l'argent. Donc, voilà. Absolument. Eh ben, Guy, moi, je te remercie en tous les cas pour toutes les explications. En fait, je crois que ça intéressera plus d'un, puisque on voit que finalement la qualité de l'eau y est. Tu n'as pas trop de problèmes de maladie, tu en as eu au départ? Oui, au départ, un peu j'en ai eu les 3 premières années, mais c'est vrai aussi que la filtration n'était pas la même chose, que la surveillance n'était pas non plus. Mais, petite parenthèse aussi, je ne mets dans le bassin, en ajout, que de la coussouris, hein, c'est-à-dire de l'argile, et encore une fois tous les 15 jours, aucune probiotique, alors bien sûr pas de traitement préventif ni quoi que ce soit, hein, à part les changements d'eau et de la coussouris, c'est tout ce que je mets dans le bassin. Pas de vitamines, machin, non, elle me réclame rien, et puis non, je fais des frottis, c'est sûr, régulièrement, hein, régulièrement, en période et tout ça, on surveille, et la principale chose, c'est d'observer les poissons. C'est comme ça que aussi on apprend des choses, parce que hormis le frais, des poissons qui ont des soucis bactériens, comme malheureusement on en a vu hier malheureusement chez Emmanuel, c'est pas forcément décelable comme ça au premier abord. Il faut pouvoir prélever de temps en temps un poisson en faisant des frottis, et en même temps pouvoir voir éventuellement s'il y a d'autres soucis. Principalement, c'est sûr, côté ulcération, des choses comme ça, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Absolument. Après, c'est comme tu dis,
il faut être attentif et l'observation est très importante. Un changement de comportement est un signal d'alarme. Tout à fait, chez les animaux, c'est ça. Hein, que ça soit même les... Bon, je connais le milieu des parcs animaliers parce que j'ai des collègues qui sont directeurs de parc. C'est pareil, alors c'est beaucoup plus difficile, mais hormis le fait que de temps en temps, ils font des prélèvements sanguins, des choses comme ça. Mais les soigneurs sont... aux parties de la journée, après les distributions d'aliments et compagnie, font toujours une pause d'observation pour voir les comportements des mâles vis-à-vis des femelles et de voir que ce soit les félins, toutes les espèces animales ont des comportements habituels et peuvent avoir un animal comme au niveau des perroquets, un perroquet qui est frustré dans un coin et tout ça, c'est pas dans ses habitudes, c'est pas ce qu'il doit faire normalement. Donc c'est là où il faut s'inquiéter un petit peu, quoi. Absolument. Eh ben Guy, moi je te remercie en tous les cas pour nous avoir invités chez toi, c'était super, on a passé une superbe soirée tous les deux. Oui, enfin tous les trois. Tous les trois. Micheline. Excuse-le, Micheline, c'est l'émotion. Et puis, voilà, donc vous avez un bel exemple d'un bassin qui fonctionne bien, qui n'est pas un bassin hyper technique parce que ça ne sert pas à grand-chose. Sincèrement, non. Hein, voilà. Donc, on a quand même ce qu'il faut. Ce qui est important à noter là-dessus, et je crois que tu seras d'accord avec moi, la double ligne de filtration, ça a quand même un gros avantage. Oui, triple même, on va dire. Oui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, c'est vrai, une pompe qui tombe en panne. Il y en a encore deux. Donc, une deuxième qui tombe en panne, j'en ai encore une. Ça laisse quand même le temps d'essayer de faire quelque chose. Absolument. Et donc, un bassin pompé, hein, comme quoi qu'un bassin pompé, ça marche très bien. Hormis la consommation électrique, bonjour aux écolos, mais j'ai rien contre ça, mais bon... remarque, Kenji, il est content de toi. Oui, tout à fait, mais enfin non, c'est très raisonnable. Hein. C'est très raisonnable. Moi, je ne chauffe pas l'eau, hein, et donc, sincèrement, en électricité, allez... Si je te dis 200 € par an, je suis sûrement encore au-dessus. Ah voilà. Donc, voilà, tout ce qu'il faut pour bien réussir. Une belle sélection de poissons, ce qui permet d'apprécier journalièrement ce qu'on a dans son bassin. C'est vrai que, alors l'étossaille, c'est ce que tout le monde pratique au début parce qu'il y a, c'est vrai, la surprise de pouvoir voir des poissons évoluer. D'un autre côté, quand vous achetez un poisson de 50 cm, par exemple, que le Nisai ou Arsansai, il y a beaucoup moins de surprises. On profite du poisson plus vite. Après, c'est vrai que le budget n'est pas le même. Mais quand ça fonctionne bien, une alimentation, ça c'est hyper important. Il y a plein de marques, il y en a beaucoup moins qui sont, je crois que je ne raconte pas trop de bêtises, il y en a que certaines qui sont vraiment efficaces, on va dire. Voilà, et puis la fréquence, encore une fois, c'est adapter ce qu'il faut aux poissons en fonction justement des poissons et de leur comportement, quoi. Exactement. Eh ben Guy, encore merci. Moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, entre-temps, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Et puis la grosse, quand elle va être un peu chauffée, c'est comme un chien. Elle me suit parce qu'elle est vraiment de la gueule. Et puis là, tiens, faut que je le remette à bouffer parce qu'hier, il la montre en gros plan au niveau de la trombinette. Si tu peux faire... Ah non, tu regardes l'autre. Regarde. Ça va chercher à bouffer parce que là, je te dis, hier, elles n'ont pas eu. Et puis là, comme elles sortent d'hibernation, il y a quoi? Il y a à peine 2 mois, hein. Elle nage, là. Donc, tu vois, femelle, le bidon. Et puis, ça fait déjà son poids, hein. On est à 4-5 kilos quand même, là. Donc ça, c'est Greg. Elle n'a pas peur, hein, parce qu'en général, il rentre la tête. Ah oui, tu vas voir la deuxième, je vais la prendre, mais c'est possible qu'elle soit... Puis je te dis, moi, je leur fais pas ça tous les jours, hein. Mais je pense que peut-être elle, non. Voilà. Non, mais là, c'est parce que elles attendent à manger, quoi. Ouais. Donc, c'est une fifi aussi.
Mais c'est curieux. On voit ça parce que c'est creux alors. Si c'est les femelles. Ouais. Parce que si tu veux, voilà la position d'accouplement. La queue, le cloaque est là en bout de la queue. Oui. Donc elles se mettent en position comme ça. Et la queue va. Oui. Et ça t'as un petit. T'as quand même, c'est assez long hein, le. C'est le gonopode chez les poissons, je me rappelle plus. Le sexe de la tortue. Enfin bref. Et c'est au moins long comme ça sur une tortue de cet âge-là. Et bah voilà comment ça. Mais il y a vraiment une pénétration quoi. Alors avec une carapace, tu te dis c'est un peu comme un char d'assaut quoi, tu vois. Là, elles ont horreur d'être à l'envers. Ouais, je vois. Et en général, elles se retournent facilement. Mais ça peut arriver, quelquefois on les perd. Enfin, moi j'ai pas eu ce malheur. Mais si elle est en plein soleil et qu'elle met 1 heure avant de se retourner, ça peut finir parce que ça s'épuise. Parce que, bon, je vais vous le faire 10 secondes, tu vas voir comment ça se débat. Mais là, c'est rien encore. Hein. Alors, elle va, voilà, tu vois comment elles font. Et malheureusement, même dans les parcs, comme ils ont des grands parcs et puis que là, il y a des dizaines et des dizaines de tortues, ils en perdent tous les ans parce qu'ils en retrouvent une. Retournée. Malheureusement, voilà. Ils n'ont pas trop faim. Ah mais elles sont pas assez chaudes. Parce que si tu veux, c'est ce qu'il faut impérativement aux tortues. Alors plus elles sont exotiques, plus il leur en faut. Le secret, si tu veux, de la vie d'une tortue, c'est le soleil. Ça a besoin, c'est thermique, quoi, si tu veux. Il faut qu'elle ait une certaine température, ce qui déclenche chez elle. Alors il y a les pontes et il y a l'alimentation. Oui, c'est des reptiles en fait. Ah tout à fait. Et ça marche par thermorégulation. Et plus c'est exotique, plus il faut de la chaleur. C'est pour ça que... Bon, j'avais des sulcatans à parc extérieur, mais là, il faut les rentrer quand même dès qu'on est en dessous de 10-12 degrés, parce qu'il faut les habituer un peu quand même. Hein. Mais quand moi j'avais 48 kilos, le gros mâle, la plus petite faisait 19 ou 20 kilos, il y en avait 5. Donc si tu veux, quand il faut... Donc l'hiver, elles sont rentrées alors. Hein? L'hiver, elles sont rentrées. Ah oui, pas celle-là. Hein? Ah non, non. Ça vit, si tu veux, que de faire avoir des trous. Enfin non. Je vais te faire voir d'où elles sortent. Elles s'enterrent toujours au pied d'une touffe d'herbe, tu vois. C'est pour ça que j'ai de l'herbe, c'est vraiment de la sauvage, ça. Parce que ça a beaucoup de racines. Et tu les verras jamais s'enterrer dans une partie, comment dirais-je, non herbeuse. Par exemple, là, tu vois en dessous. Alors bon, mais si je passe la main, tu vois cette partie-là, là, elle a creusé parmi les racines, les petites radicelles de l'herbe, et elles s'enfoncent 10-20 cm à tout péter, mais elles le font toutes seules. Hein. Et tu les vois pas, parce que moi, je les cherche plus. Au début, je les surveillais, et puis elles sont complètement enterrées dans le sol. Et elle reste là combien de temps à peu près? Ça dépend encore une fois de la baisse de température, mais on va dire au maximum novembre. Et elles commencent à apparaître début mars. D'accord.
Je cherche l'autre là. Elle est ici. Oui, elle était là. Oui. Je la vois. Ah oui, elle se cavale. Oh, merde. Donc ça, c'est de l'Hermanie Bodgiri, c'est-à-dire c'est plus gros qu'une hermane traditionnelle, comme tu as vu là-bas. Et je vais te faire voir des tortues un peu plus rares, qui sont des marginata, qui sont en forme de guitare, enfin de contrebasse. Mais ça, c'est déjà costaud, hein, 38 cm. Et puis alors, quand ça coupe, j'ai pas besoin de venir, parce que tu les entends. Si, bah, à ma table de salon, tu vois, là dehors, ça fait... Et c'est le mâle qui ça dure, ça peut durer 1 heure. Ils sont des courageuses. Ah oui, oui, bah ils y vont doucement aussi. Hein. Mais le mâle couine et ouvre la bouche. Et ça fait quand même un certain bruit vis-à-vis de la taille de l'animal. Et il y en a une qui arrive. Oui, parce que tu vois, elles sont... puis bon, elles ont peut-être pas encore assez faim. En général, elles mangent plutôt début d'après-midi, quand elles sont bien ensoleillées, quoi. Et là, bah, ça va arriver quand ça va repasser la maison. Hop. Moi, ce qui est bien, c'est qu'elles sont... Il n'y a jamais plein soleil partout, quoi. Donc là, c'est Testudo marginata. Donc c'est une tortue des pays de l'Est. Hein. Bulgarie, Hongrie, enfin... jusqu'à la, pas jusqu'à la Russie, parce que là, ça serait trop froid, mais c'est des tortues qui supportent un climat plus rude que les tortues d'Hermann. Et comme tu peux le remarquer, la forme est assez particulière. Bon, là, j'ai un des bébés de ma femelle, et tu peux remarquer, la carapace descend en évasement. C'est la particularité de cette tortue. Et elles sont, tu vois, plus colorées quand elles sont plus jeunes. L'adulte, là, a plus de 40 ans. Mais c'est encore en plein âge. 40 ans pour une tortue, dans ces variétés-là, c'est à peu près la moitié de vie, quoi. Ah oui, quand même 80 ans. Ah oui, bah, je te dis, la grosse grecque que tu as pris dans mes mains, là, elle a sûrement passé les 100 ans, parce que j'avais 16 ans, elle faisait déjà la taille de la plus petite, et la plus petite a déjà une vingtaine d'années. Donc c'est pour te dire qu'il y a de la bouteille, quoi. Donc là, elles sont encore un peu passives, parce que le soleil n'est pas encore arrivé jusque-là. Et comme je t'expliquais, la thermorégulation chez les tortues, c'est fondamental. Il leur faut du soleil, de la lumière, mais de la chaleur aussi, un minimum.